Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Regardez où est-ce que je vous emmène. On est dans une chambre semi-anéchoïque. Le nom est un petit peu compliqué. On est en fait chez DxOMark à Boulogne-Billancourt et on s'est dit avec DxOMark, ben tiens, on a envie de parler de batterie, on a envie de parler d'autonomie, on a envie de parler de charge, on a envie de démystifier un peu tout ça et on a envie de vous expliquer comment ça marche, comment bien charger, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel chargeur il faut prendre pour charger, est-ce que le câble est le bon, est-ce qu'on peut switcher, prendre d'autres chargeurs. On va tout vous expliquer. On est parti avec Olivier. Je vais vous présenter Olivier dans quelques instants. On a fait le tour complet, on a abordé tous les points. Je pense que c'est une vidéo très complète qui va vous rendre service pour bien comprendre d'une comment fonctionne la charge de votre smartphone, qui vous guidera vous vers des achats ultérieurs pour comprendre un petit peu ce qu'il faut faire, pas faire, ce qu'il faut prendre, pas prendre, comment ça marche. Donc est-ce que vous êtes prêts? On va partir aujourd'hui découvrir la batterie de votre smartphone, comprendre comment elle marche, ses secrets, les points positifs, les points négatifs, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et vous allez voir, c'est super intéressant. On est donc installé tout de suite chez DxOMark. On vient de rejoindre Olivier. Olivier qui est le boss de la partie du protocole de test au niveau justement des batteries de smartphone. Ça va Olivier? Ça va très bien, merci. Et toi? Je suis très heureux d'être avec toi. Alors ça fait un petit moment qu'on se parle avec Olivier et on s'est dit il faut qu'on parle de batterie de smartphone, il faut qu'on parle d'autonomie. Le protocole de test a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Et justement, vous testez l'autonomie des smartphones, mais on a tous une notion de ce qu'est l'autonomie pour le grand public. Pour toi, c'est quoi l'autonomie d'un smartphone? L'autonomie d'un smartphone, ça va dépendre d'énormément d'éléments. Forcément, le premier élément qui rentre en ligne de compte, ça va être la taille de la batterie qui est dans le téléphone, mais pas seulement. On a par exemple mesuré plusieurs mobiles qui avaient la même taille de batterie et qui arrivaient à des autonomies totalement différentes. Parmi les mobiles qu'on a testés en 5000 mAh, par exemple, on constate des autonomies entre 36h30 et plus de 70 heures. Donc rien à voir. Simple double. Exactement. Ok, donc ça veut dire que si j'achète un smartphone avec une batterie de 5000 mAh, quand une marque me dit 5000 mAh, je peux aller du simple au double au niveau de l'autonomie. Exactement. Exactement. C'est un petit peu comme si chez le garagiste, on te disait cette voiture a 50 litres de réservoir. Eh bien, c'est une information, mais ça t'aide pas à savoir l'autonomie que tu peux attendre avec ta voiture. C'est pareil pour les milliampères-heure de la batterie. Ensuite, ce qui joue, forcément, tu as l'écran. Évidemment, plus tu as de pixels, plus ça va consommer. Tu as également la technologie du CPU. Le processeur. Le processeur, exactement. Okay, les générations récentes sont avec des finesses de gravure plus fines qui font que c'est plus économe. C'est un truc qu'on comprend pas nécessairement. On voit beaucoup de marques nous disent un processeur qui est gravé en 7 nanomètres, en 5 nanomètres. Ça joue réellement cette toute petite test de taille. Qu'est-ce que ça va venir apporter en fait? Absolument, mais en fait, plus le composant est petit, fin, plus les informations circulent rapidement, moins il a besoin d'énergie pour opérer. Et puis bien sûr, il y a l'intégration logicielle, l'intégration hardware fine dans le device, et puis les optimisations logicielles. Et tout ça fait qu'avec une même batterie, tu vas observer des autonomies qui n'ont rien à voir. Moi, je veux qu'on se parle un peu de temps de charge, parce qu'on voit qu'il y a une vraie disparité au niveau de la charge. Il y a certains smartphones qui vont se charger plus vite, d'autres un peu moins vite. Qu'est-ce que tu as récupéré, toi, comme données, justement, au travers de l'expertise et des différents tests que tu as fait? Alors, jusqu'à présent, parmi les téléphones qu'on a mesurés, les meilleurs sont autour de 30-36 minutes, et les plus mauvais dépassent 4 heures. Donc, effectivement, il y a une grosse disparité dans l'expérience. On se parle de quoi? De test? Tu charges de 0 à combien? Les chiffres que je te donne, c'est pour une charge complète. Et une charge complète, nous, on considère chez DxOMark qu'une charge est finie quand le chargeur arrête de consommer dans la prise. Mais en fait, on mesure plusieurs choses. On regarde la vitesse jusqu'à 80%. Pourquoi? Parce que c'est la plage pendant laquelle le chargeur est bien efficace et la charge est rapide. Au-delà de 80%, tu atteins les tensions maximum de la batterie, tu es obligé de ralentir et ce qui s'appelle le trickle charge, pour préserver, c'est la chimie là, c'est pour préserver la batterie, on voit que les temps de charge vont ralentir drastiquement. Par exemple, un téléphone peut très bien mettre 30 minutes pour charger 80% et 1 heure de plus pour faire les 20 derniers %. Voilà, donc on mesure, nous, le 0 à 80. On regarde aussi en même temps à quel moment le téléphone va afficher à l'utilisateur que la charge est finie. Et on regarde le moment où, effectivement, on constate, nous, dans la prise EDF, que le téléphone a vraiment cessé de charger. En fait, ça veut dire qu'il y a une vraie différence entre ce que ton smartphone t'affiche et ce qui se passe dans les faits. Oui, tout à fait. Donc, c'est des contraintes physiques, des contraintes chimiques, des tensions. Il n'est pas exactement à 100%. On constate une disparité de quelques pourcents à 8, 9, 10% des fois d'écart. C'est principalement à un moment où la charge est vraiment très lente pour préserver la batterie toujours. Le fabricant est vraiment obligé d'afficher ses 100% parce que tu es potentiellement déjà en termes de tension à la bonne tension, parce que cette tension dépend aussi de la chaleur. Et donc comme la batterie s'est échauffée, peut-être qu'il n'a pas le choix, que sa batterie lui dit je suis chargé. Il ralentit et en fait ça commence à baisser en température et la tension chute à nouveau, donc il peut en remettre. Voilà. Okay. Ça veut dire qu'en fait si je regarde mon séquençage, au moment où je suis en train de charger mon smartphone, allez, il est éteint, je fais
0%. Je branche. Qu'est-ce qui se passe? Là, il va charger très vite, ou pas? Absolument. Mode fusée, on y va quoi. Exactement. Parfois, sur les plus gros chargeurs, c'est seulement quelques minutes où tu vas atteindre les fameux 65 watts, 67 watts qui sont annoncés. Ça peut être 2, 3, 4 minutes où ça va aller vraiment très vite. Et puis, par palier, ça va progressivement descendre, toujours pour respecter des températures de chauffe, de la sécurité de la batterie. Et à 80%, là, tu t'approches de la tension maximum de la batterie et tu es vraiment obligé d'y aller mollo pour ne pas l'endommager. Donc ça veut dire quand un fabricant me dit par exemple j'ai un chargeur 65 watts, j'ai un chargeur de plus de 100 watts et compagnie, en fait je vais pas avoir ce nombre de watts disponible en permanence, je l'ai juste sur un petit moment. Absolument, Okay. absolument. J'ai testé le 120 watts, je suis même pas sûr qu'il a atteint 120 watts pendant une minute complète. D'accord. Et pendant une minute il me l'a rechargé sur combien de pourcentage du coup sur un 120 watts? Oh, ouais, je vais dire des conneries là, mais tu avais une minute à 120 watts et ça te suffit à te passer de 15-20% de batterie en une minute. D'accord, ok. Bon, bah, c'est déjà pas mal. D'accord, donc au niveau de mon temps de charge, c'est ça. En fait, tu me disais que vous, quand vous testez un smartphone, typiquement, tu vas pas forcément le charger de 0 à 100%, tu as aussi ce qu'on appelle les quick boosts. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant. C'est-à-dire quand tu viens le rebrancher durant la journée. Comment ça se passe, ça, en fait? Alors, quand tu es un utilisateur, de toute façon, tu attends pas que ton téléphone s'éteigne pour le charger. Ah bon? T'es en stress. T'es en stress. Donc, pour mesurer l'expérience client, j'ai ce temps de charge de 0 à 100, c'est obligé, il faut l'avoir. Mais on va aussi aller tester des rapides boosts de 5 minutes de charge à différents états de la batterie. Quand l'interface affiche 20%, 40%, 60%, 80%, je vais aller mesurer en 5 minutes combien je récupère. Et je vais qualifier ça en termes d'autonomie. En 5 minutes de charge, combien je récupère d'autonomie. Là aussi, j'observe une grande disparité avec les plus petits blocs chargeurs qui vont en 5 minutes t'offrir 1 heure d'autonomie supplémentaire et les énormes blocs chargeurs qui en 5 minutes peuvent faire récupérer jusqu'à 7 heures d'autonomie. D'accord. Mais ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que si je prends un bloc de charge 65 watts, en 5 minutes de charge, je vais gagner beaucoup plus d'autonomie que si j'ai un 15 watts, très clairement. C'est ça l'idée? Absolument, tout à fait, c'est ça, exactement. Cette autonomie que tu récupères, c'est deux facteurs. Ta vitesse de charge, donc 65 watts vont te faire récupérer davantage d'autonomie, mais également aussi l'efficacité de ton téléphone, parce que l'autonomie, effectivement, on a vu tout à l'heure, entre les milliampères-heure, ça se traduit pas tout à fait en autonomie. Donc si le mobile est bien efficace, 5 minutes de charge vont te donner une capacité, et cette capacité va se traduire en autonomie grâce à l'efficacité de ton téléphone. Ok, j'ai compris. Alors justement, puisqu'on parle d'efficacité, il y a une autre vidéo qui va arriver. Elle arrive pas tout de suite, mais elle va pas tarder à arriver. On va parler de notre protocole de test pour essayer de comprendre comment marchent les protocoles de test au niveau batterie. C'est un poil technique, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué parce que tu parles d'efficacité. L'efficacité au niveau de la charge, ça vous parle pas forcément, mais vous allez voir, c'est un truc qui est hyper intéressant. On en reparle d'ici quelques jours sur YouTube. Donc ce que vous faites, vous cliquez sur le bouton rouge juste en bas, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche, on active la cloche, on met la cloche. Comme ça, vous saurez tout quand la prochaine vidéo arrivera et on vous parlera justement de protocole de test pour comprendre comment on vient tester et notamment cette notion d'efficacité. Et alors, il y a un autre élément qui est hyper important dont tu me parlais, c'est ce qu'on appelle la consommation résiduelle. Oui, alors c'est un tout petit peu plus compliqué à expliquer, mais lorsque ta charge est finie, tu as toujours ton smartphone qui est accroché au chargeur, le chargeur qui est toujours dans la prise, eh bien, on constate qu'effectivement, il y a une consommation qu'on appelle la consommation résiduelle. On va plus loin, on débranche le smartphone. Donc ça veut dire que, juste pour comprendre, quand ton smartphone est chargé sur le secteur, il affiche 100%. Voilà. Lui, il va continuer à consommer en fait. Oui, juste le fait que le chargeur soit branché dans la prise, que le smartphone soit accroché au chargeur, ça consomme. Ça consomme. Et ça consomme de quoi? Beaucoup, pas beaucoup? C'est de l'ordre de 200 à 400 milliwatts. Donc quand tu sais que le kilowattheure est à peu près à 10 centimes, je crois, c'est pas non plus énorme, des milliwatts. Quand tu débranches le smartphone, tu passes à des ordres de grandeur entre 20 et 90 milliwatts. Ce qui est très peu, mais à nouveau, mettons qu'on a une consommation de 70 milliwatts en résiduel. Si tu multiplies par le nombre d'heures dans une journée ou dans une année, tu multiplies par le nombre de chargeurs qu'il existe dans le monde. Alors selon les estimations, on a entre 4 et 6 milliards d'utilisateurs de mobiles, je sais pas combien tu as de chargeurs, moi j'en ai au minimum 2, donc disons 10 milliards de chargeurs branchés, eh bien on arrive à la production d'une centrale nucléaire. Rien que le fait en laissant son chargeur branché dans la prise, comme ça. C'est ça. Donc j'ai une centrale nucléaire à l'échelle du monde entier. Absolument. Ok, c'est quand même relativement énorme. Donc ça veut dire que je dois bien évidemment le débrancher pour ne pas consommer, mais ça veut dire que par exemple quand je laisse mon téléphone chargé durant toute la nuit, je viens consommer en permanence. Quand il m'affiche 100%, on est nombreux. D'ailleurs, dites-le moi vous en bas en commentaire, je pense qu'on le fait très nombreux à le faire. Le soir, on se couche, on le branche, et quand on se lève le matin, on le débranche et on est reparti. Ça, c'est pas bon en fait. Alors, c'est pas bon, mais il y a certains fabricants qui prennent ça en compte, qui ont des algorithmes propriétaires, qui viennent un petit peu détecter, apprendre tes habitudes, connaissent l'heure de ton réveil, et qui vont donc ne pas consommer pour finir la charge et optimiser ses consommations. Néanmoins, même s'ils optimisent la charge, le fait d'être branché, ça consomme. Parce que typiquement, un Asus, il le fait. Si tu regardes d'un point de vue logiciel, il te dit que ce soit sur leur gamme de gaming ou que ce soit sur leur Zenfone, ils te disent bien évidemment, tu
peux venir régler, dire allez, tu vas charger 2 heures avant ton réveil, on va venir optimiser ça, mais même si jamais lui, il se dit je prends la charge à ce moment-là, en réalité, ça consomme quand même. C'est exactement ça. Le simple fait d'avoir déjà le chargeur dans le mur, ça consomme. Ouais. Ces algorithmes vont quand même maximiser surtout la durabilité de ta batterie. Okay. Le fait d'être à 100% et de maintenir à 100%, c'est ça qui tape un peu dans la batterie. C'est pour ça qu'ils optimisent en essayant de viser les 100% au moment du réveil et pas le laisser trop longtemps à 100%. Mais ça consomme. Ça consomme. Et est-ce que ça endommage la batterie à terme, tu vois? Le fait de se dire par exemple, allez, le matin je me lève, je le branche, je fais mon petit déj, je prends une douche, on fait ce qu'on veut, ça vous regarde, hein, vous avez chacun a sa routine du matin, on fait comme on veut. Mais j'en sais rien, ça dure une demi-heure, 30 minutes, 40 minutes. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire plutôt que se dire le soir je le branche et je l'enlève le matin? Est-ce que c'est ce qui permettra au smartphone d'aller plus loin? Parce qu'on pense effectivement consommation électrique, c'est un fait, mais ça c'est sur l'addition en fait. Mais le fait d'emmener le smartphone plus loin dans le temps, est-ce que le fait de le laisser charger toute une nuit entière, ça va pas réduire sa durée de vie, sa batterie? Tu as tout à fait raison. Merci. Tu as tout à fait raison. J'aime quand on me répond comme ça. C'est exactement ça. C'est pour ça d'ailleurs que les charges sont très lentes au-delà des 80%, c'est que sur la fin, on peut pas aller trop fort, ça abîme un peu la batterie. Okay. Donc tu proposes de charger 30-40 minutes le matin, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, ok. Donc faites comme ça, allez-y. On est ici dans une nouvelle pièce, on a un robot, on a un oscilloscope. Toujours Olivier, je suis toujours là, on est très content. Vous êtes là, vous continuez de regarder ça, c'est bien, bravo, continue d'ailleurs. Et c'est moins joli, pouce. Alors, moi je voudrais qu'on parle des blocs de charge. Parce que ces blocs de charge, c'est intéressant. Et quand on regarde un peu ce que disent les constructeurs, on voit qu'il y a des blocs de charge 15 watts. On voit, on a du 5 watts avant, mais c'était il y a quand même quelques temps. Ouais, ça fait un bout de temps. On a du 25 watts, on a du 65 watts, on a du 33 watts, on a du 120 watts. Ce qu'on comprend, c'est que plus il y en a et mieux c'est. En tout cas, c'est ce qui semble être logique. Est-ce que c'est vrai que plus il y en a et mieux c'est? Alors, ce sera vrai pour ton mobile. Si sur ton mobile, tu mets un 33 watts, ça va charger moins vite que si tu mets le 65 watts compatible. J'insiste sur compatible parce qu'on va faire la démo là tout de suite. De plus en plus, les protocoles de charge sont devenus propriétaires. Propriétaire, ça veut dire quoi? Qu'il y a un protocole de communication entre le téléphone, le cordon USB, le câble aussi. Le câble également est reconnu par ton smartphone et le bloc de charge. Et ils se connaissent, ils savent se parler et bien sûr, à des vitesses de charge à 65 watts, il y a tout un équilibre à trouver pour éviter l'échauffement de la batterie, pour éviter des potentiels risques et des potentiels dommages. Et donc, c'est quoi les dommages qu'on pourrait avoir? Eh bien, soit tu fatigues ta batterie et tu réduis sa durée de vie. Okay. Ça, c'est le meilleur des cas. Si le protocole est mal fait, si tu échauffes ta batterie trop, elle prend feu. Tu peux faire... Mais attends, ça, tu le fais pas avec ton chargeur propriétaire. Non. Ça, tu peux le faire avec un chargeur qui n'a strictement rien à voir et qui n'est pas du tout optimisé. Oui, sauf que dans ces cas-là, le mobile, il a quand même une protection. Même s'il va pas reconnaître le bloc chargeur et il va imposer une charge très douce. D'accord, ok. Voilà. Donc normalement, on est safe. Le seul souci qui peut arriver avec un chargeur bizarre lambda, c'est le bloc chargeur lui-même. D'accord, ok. Peut avoir un peu d'effet. Ouais. Mais ça veut dire que si par exemple, moi j'ai un smartphone qui accepte de la charge 25 watts, mais que je lui mets à 65 watts, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là encore, plusieurs possibilités. C'est une charge 25 watts qui est normée. Okay. Par exemple, par le USB Power Delivery. Dans ce cas-là, le bloc chargeur, s'il supporte ce même protocole, va pouvoir lui donner du 25 watts. S'il est totalement propriétaire et qu'il est sur un protocole du fabricant et en dehors de la norme USB Power Delivery, eh bien non, il va charger à 10-15 watts maximum. Ok, ça marche. Et s'il n'est pas Power Delivery? Si c'est lui-même, il est à 25 watts, mais pas une norme, il n'a aucune chance de marcher à 25 watts. Ça ne fonctionnera pas? Non. Ok, ça marche. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est qu'il faut un smartphone, il faut le câble du fabricant et il faut le chargeur du fabricant. C'est ce qui est le plus optimisé en fait. C'est exactement ça, et d'ailleurs, je peux même te le prouver. Si tu veux, on fait l'exercice. Alors, la démo, j'ai ici donc un mobile que tu reconnais certainement, OnePlus 8T exactement, avec son cordon USB et son bloc chargeur OnePlus également compatible. J'ai lancé la charge il y a 5 à 10 minutes, il est resté quelques minutes à 65 watts, tu vois qu'il fait des paliers qui commencent à ralentir un petit peu sa charge. Pourquoi? C'est pour éviter que la batterie chauffe, mais on est ici encore à un peu plus de 40 watts, on est exactement à 43,5 watts. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il a chargé au tacos depuis le départ et puis là, il baisse. Exactement. C'est ça. Exactement. Okay. Donc là, à l'écran, si je regarde, tu vois, on a déjà en quelques minutes récupéré 38%. Alors, je vais faire un test très simple. Donc, j'enlève le cordon USB et je le remplace par un autre cordon USB. Pareil, c'est du type C, c'est la même connectique. Donc, je le mets dans le chargeur OnePlus. Et ça, c'est quelle marque? On a une identification de la marque ou on s'en fiche? C'est un truc un peu standard? Là, le USB type C, tout type C, ça vient de Samsung. Ok, ça marche. Alors, le téléphone va se remettre en charge.
charge, il va essayer de reconnaître le cordon USB, il va essayer de reconnaître le chargeur et il va recommencer sa charge. Eh bien, tu vois qu'il était au-delà de 40 watts. Ouais. Et là, il est scotché, il est à 16 watts. Ah, il est tout en bas là. Ouais. Ok. Voilà, 30 watts. Et comment ça se fait ça en fait? Alors, comment ça se fait? C'est que le cordon lui-même est reconnu par le smartphone. C'est-à-dire qu'il y a un élément, il y a une électronique dans le cordon du OnePlus qui s'authentifie et qui dit je suis bien le cordon OnePlus, c'est bon, tu peux envoyer des ampères supplémentaires, je vais pas fondre. D'accord, c'est juste ça en fait. C'est juste ça. D'accord. Et la différence au niveau du câble à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un câble qui va être un peu plus, avec un plus gros diamètre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, ça marche. Ouais. Et alors si on change le chargeur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors là, j'ai pris un bloc chargeur de Mammouth, un 120 watts. Qui vient de chez qui ça? C'est Oppo? Non, c'est. Non, c'est Xiaomi. C'est Xiaomi. Donc Xiaomi, c'est une marque concurrente de OnePlus. Ils ont également développé leur charge propriétaire. Donc là, j'ai un chargeur 120 watts que je vais brancher à un téléphone compatible 65 watts. Mais à nouveau, ils vont pas se reconnaître. Le protocole va pas se mettre en place entre les deux et on devrait constater les mêmes niveaux de charge avec un maximum de 28 watts. Donc là, on est à 41% sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et donc là, comme tout à l'heure, on reste bloqué à 27 watts et on voit que même si le bloc chargeur supporte 120 watts, même si le mobile supporte 65 watts, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'arrivent pas à discuter et on reste sur des charges relativement lentes. Ouais, mais pour autant, ils se chargent. Et bien sûr, pour autant, ils se chargent, donc ils passent par défaut sur des modes safe. Ils vont pas s'abîmer l'un l'autre et ils vont juste prendre plus de temps à charger le téléphone. Mais ça, c'est un système de protection en fait qui est à l'intérieur du. Oui, c'est un système de protection parce que les niveaux de charge négociés, je dirais, entre le smartphone et le bloc chargeur sont différents. Il faut que le chargeur soit authentifié, il faut qu'il soit capable de donner ce qui est attendu par le smartphone. Donc les charges rapides, on parle en watts, mais en fait c'est une multiplication de volts et d'ampères. Il y a des mobiles qui vont charger à 5 volts 4 ampères, ça te fait du 20 watts. Il y a des gens qui supportent 9 volts 3 ampères, ça te fait du 18. Et en fait la combinaison à 120 watts, la combinaison à 65 watts peut changer, 15 watts 3 ampères, tout ça peut changer et donc il faut absolument qu'ils arrivent à se mettre d'accord et qu'ils supportent exactement le bon niveau attendu par le smartphone. Et donc là si je regarde, eh bien mon 120 watts avec mon mobile 65 watts, il reste bloqué à 20 watts de charge, 19, voilà. Et ils vont pas aller apporter l'expérience optimum qui est proposée par le OnePlus 8T. Ça veut dire que si par exemple je veux me prendre un bloc de charge dans le commerce, il y a beaucoup aujourd'hui de smartphones qui se vendent sans bloc de charge, et que je veux prendre un bloc de charge dans le commerce qui n'est pas celui du constructeur parce que un peu moins cher et que ça m'arrange, il faut vraiment que je trouve quelque chose de certifié pour éviter d'avoir des déconvenus. Oui, il faut essayer de connaître quelles sont un peu les caractéristiques de la charge de ton smartphone et essayer de repérer. C'est très compliqué. Honnêtement, moi dans mes protocoles de test, s'il n'y a pas de chargeur qui est inclus dans la boîte, je vais sur le site du fabricant et je vais prendre un chargeur compatible, certifié, authentifié, parce que je sais que je mesurerai pas la meilleure charge possible avec un générique. Okay. T'as un téléphone derrière toi qui est en train de regarder une vidéo. C'est une vidéo, ils coupent des bananes. Vous le savez pas, mais là, ils sont en train de couper des bananes. Voilà. Alors là, on est dans un endroit, ça s'appelle une cage de Faraday. Juste pour resituer le contexte, et une fois de plus, on va se regarder une vidéo un peu plus tard où on va visiter et comprendre ce qui se passe chez DxOMark et comment on teste. Donc là, on est dans un endroit qui est un peu particulier. On est complètement isolé de l'extérieur. C'est ça, en fait, la cage de Faraday, c'est une pièce qui est sol compris faite de métal conducteur et qui permet de s'isoler totalement des ondes et des perturbations extérieures. Voilà. Donc ici, si un collègue passe avec son hotspot allumé ou quoi, ben on sait pas. On le sait pas. N'en dis pas plus, on garde ça pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, vous saurez tout, cliquez la cloche et compagnie, vous connaissez l'histoire. Alors, moi je voudrais qu'on parle un petit peu des usages et des usages qui consomment. Parce qu'un smartphone, on l'achète pour en faire des choses, on l'achète pas uniquement pour le regarder, bien que des fois ils sont beaux et ça c'est bien, on les achète pour les utiliser. Il y a des usages qui consomment beaucoup, il y a des usages qui consomment pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les usages qui vont beaucoup consommer en termes de batterie? Alors c'est très simple, hein. Plus tu utilises les capacités du smartphone, plus tu le sollicites, effectivement, plus tu consommes. Dans tous les cas d'usage que nous on mesure chez DxOMark, celui qui est le pire pour la batterie, c'est la prise de photos et de vidéos, c'est l'usage de la caméra. Tu as le capteur qui est allumé, tu as le CPU, le GPU qui est en train de faire des calculs, ça stocke des données, même le GPS est allumé pour pouvoir géotaguer ta photo. Okay. L'écran bien sûr est allumé. Et donc c'est vraiment le cas d'usage qui est le plus consommateur de batterie. Ouais. On constate des autonomies qui vont de 3 heures à 8 heures lorsque tu es en continu en train de faire
des photos, vidéos, selfie, photos, vidéos, vidéo. Exactement. Et quand tu fais ce cas de test, certains mobiles, tu peux complètement épuiser ta batterie en 3 heures. Ça veut donc dire que si par exemple moi je me dis que je vais aller me faire un shooting en photo pour aller immortaliser des vacances ou que je suis sur un événement par exemple, et que je fais plein de photos, et ben c'est ce qui va consommer le plus. C'est ça. Ça me paraît dingue parce que c'est vrai comme ça on se dit pas que c'est ce qui va consommer le plus. C'est pas là où le smartphone est le plus chaud pourtant. Ah ben détrompe-toi, hein. Des fois les modules photo et les modules caméra, tu les verras chauffer. Hein. Et puis bon, bien sûr tout ça c'est optimisé, mais effectivement oui, tout est en train de travailler. Tu stockes des données, tu les calcules, tu les combines, et c'est vraiment l'usage le plus gourmand. Juste derrière, tu as le gaming. Ah, le gaming est derrière en fait. Voilà. C'est dingue. Le gaming, il est derrière. Tu as l'écran allumé, tu as le CPU et le GPU qui sont en train de faire des calculs, des affichages incroyables, un peu comme la caméra. Hein. Ouais. Mais tu as le module photo qui lui est éteint, et donc ça consomme un peu moins que les usages caméra. D'accord. Alors, à contrario, qu'est-ce qui va consommer le moins? Parce que là, tu me dis effectivement la caméra, le gaming, il y a forcément des usages qu'on va faire tous, qu'on fait tous les jours et qui consomment quasiment rien du tout. C'est certain. Tous les usages où l'écran est éteint, ouais, forcément, vont... Mais qu'est-ce qu'on fait écran éteint? En fait, c'est pas grand-chose écran éteint. Écran éteint, bah, ce qu'on mesure, c'est il n'y a pas grand-chose, c'est les appels. Voilà. Donc quand tu appelles, l'écran est éteint. Donc les appels. Mais les appels téléphoniques un peu standard, parce que si je fais un appel par exemple par Instagram, par WhatsApp et compagnie, la plupart du temps mon écran est allumé à ce moment-là. Voilà, bien sûr. Ça consomme. Bien sûr. Ok, donc il vaut mieux utiliser son bon vieil appareil téléphonique. Voilà, okay, et la SIM de l'opérateur pour faire ton appel à l'ancienne. Le music streaming, qui a un usage en mobilité, forcément, tu vois tout le monde dans les transports avec le casque, ils sont en music streaming. Ça, pareil, l'écran éteint, c'est un cas d'usage où on constate des autonomies qui font plusieurs dizaines d'heures, hein, ça consomme très peu. Okay. Et puis au milieu, il y a tous les autres usages, la navigation GPS qui consomme pas mal aussi, la lecture de vidéos, le vidéo streaming, le vidéo playback, bon même si je suis pas sûr que ça existe encore beaucoup. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va sur YouTube regarder par exemple tout de suite là. Vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube sur votre smartphone, ça consomme. Oui, beaucoup. Ça consomme beaucoup. D'accord, ok. Ça consomme beaucoup. Je dirais que les autonomies constatées vont aller de 10 à 15, 20 heures. D'accord, ok. Il y a un truc qui est super intéressant aussi, c'est qu'on voit beaucoup de constructeurs nous vanter, notamment dans l'entrée milieu de gamme, comme des fois pas nécessairement, des smartphones avec des grosses batteries de 5000 mAh. Et pourtant, t'en as qui vont avoir des résolutions en Full HD+, d'autres où tu vas avoir du WQHD+, et pour autant, il y a une variation au niveau de l'autonomie. Comment ça se passe, comment ça fonctionne? Alors, plus tu as de pixels à allumer, plus tu consommes de la batterie. C'est pour ça qu'on constate chez certains fabricants, malgré une résolution Quad HD, l'interface utilisateur va être présentée par défaut en Full HD seulement, Full HD+, bien sûr. Alors, ce qu'on mesure, nous, c'est le mode utilisateur par défaut, le mode sortie de boîte. Eh bien, écoute, les mobiles qui ont fait le choix de n'afficher qu'une résolution Full HD+, vont être un petit peu avantagés. Par contre, on complète ça par des plans de test un peu plus contraints, où on va aller mettre tout le monde sur un pied d'égalité, et comme ça, on compare des pommes avec des pommes et des torchons avec des serviettes. J'ai compris. En fait, ça veut dire, et ça c'est super intéressant, ce que tu me dis là, ça me fait penser notamment à un smartphone de Samsung, c'est le S21 Ultra, c'est ça, qui lui est vendu et proposé dans le commerce en étant en WQHD+, et quand on l'ouvre, il est en Full HD+. Par exemple, et c'est ce qui lui permet d'offrir une autonomie moyenne correct. D'accord. Parce que voilà. Ça veut dire que vous, dans votre protocole de test, en fait, vous le testez en Full HD. Voilà. Full HD+. Ok. C'est ça. Ça marche. Alors, on change de spot. Regardez où on est pas mal. C'est une chambre semi-anéchoïque, ici. Absolument, c'est celle qui est utilisée par mes collègues qui vont aller mesurer la qualité audio de nos téléphones. D'accord. Donc ici, c'est très mat, c'est très tamisé, le son. Bah, anéchoïque, c'est qu'il n'y a plus d'écho, en fait. Donc ta voix, normalement, tu l'entends en rebond et ça te revient plusieurs fois, en plusieurs trajets, mais là... Ici, que dalle. Alors, on va continuer à parler d'autonomie. Je veux qu'on parle d'autonomie au niveau de la luminosité. Parce qu'on voit effectivement qu'un smartphone, quand on est en plein soleil, qui fait super beau, eh bien, lui, il va venir pousser à fond. L'autonomie sera moindre que lorsqu'on est le soir dans la chambre en train de boire un petit grog avant d'aller se coucher avec son petit plaid de mémé. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Est-ce qu'on a des idées là-dessus, de chiffres, l'autonomie, comment elle est impactée? J'ai fait des mesures, bien évidemment. Tu te souviens, je fais des tests en général qui sont avec les réglages d'usine par défaut. Par contre, j'ai aussi la capacité d'aller calibrer la luminosité de l'écran et donc j'ai fait le test. J'ai mesuré un même smartphone à différentes luminosités. Donc on parle en nits, tu connais ça. Donc à 100 nits, 200 nits, 300 nits, qui sont des luminosités que tous les téléphones portables supportent et qui sont pas des luminosités non plus incroyable. Donc le test c'était de montrer une image, et la même, et de mesurer l'autonomie. J'ai pu mesurer que sur le même téléphone des différences qui vont presque du simple au double. Donc on était à une quinzaine d'heures en autonomie à 300 nits, une vingtaine à 25 à 200 nits. 100 nits, ça éclaire pas beaucoup. On était à 41 heures d'autonomie. Mais on voit rien. Non, on voit pas grand chose. Très peu d'intérêt. Bah écoute, si tu es dans, le noir, dans la pénombre, c'est trop déjà. Ok, ça marche. Voilà. Et 300 nits, c'est pas non plus
ça suffit pas en plein soleil, 300 nits. Voilà. Et tu as déjà ton autonomie qui est divisée par 2 juste pour afficher une image. Tu n'es pas en train de faire des photos ou de regarder une vidéo, tu es juste en train de regarder une image. Donc l'impact sur les écrans, après, ça dépend également bien sûr de la techno d'écran et tout ça. Je peux faire ça sur plusieurs écrans et on trouvera à peu près toujours les mêmes résultats, mais la conso en tout cas va dépendre aussi de la taille de l'écran, du nombre de pixels, bien évidemment. Mais si je fais le test sur un device, je vois déjà que de passer de 300 nits à 100 nits, tu vas multiplier ton autonomie par 2. D'accord, donc ça veut dire que quand j'ai un peu moins de lumière dans ma pièce et que je vois que l'autonomie commence à baisser, mieux vous baissez en fait ma luminosité de mon smartphone et comme ça je vais pouvoir prolonger la durée de vie, même s'il me reste quelque chose comme 30%, je vais vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est évident. Ça c'est génial. Alors ça c'est le premier point qui est super intéressant. Il y a un autre point qui est vachement cool que je voulais voir avec toi, c'est la nuit. Si mon smartphone je le mets pas en recharge la nuit, je sais pas si vous le faites, moi je le charge pas la nuit. J'évite. On l'a dit pourquoi, regardez la vidéo, sinon vous la remettez, vous comprendrez. On le charge pas la nuit le smartphone. Ça veut dire que je le pose sur mon chevet. Moi j'ai le réflexe de l'éteindre et de le mettre en mode avion. Pour des questions d'ondes, c'est mon truc, je coupe, je fais comme ça. Mais si je l'éteins pas, je constate quand même que ce smartphone, eh bien il perd au niveau de l'autonomie. Je vois que ma batterie elle est plus basse. Alors pour autant j'ai rien fait. J'ai pas joué, j'ai dormi, enfin je veux dire j'ai rien fait quoi. Pourquoi ça baisse autant en fait? Alors c'est certainement un peu agaçant. Effectivement c'est casse-pied parce que quand on ne se sert pas du smartphone, on s'attend à ce qu'il consomme rien. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu frustrant. Nous ce qu'on mesure c'est pas en airplane et c'est une bonne pratique que tu as, je trouve. Mode avion, ouais. Mode avion c'est très très bien. Comme ça tu coupes toute la radio et ça fait justement partie des consommations pendant la nuit. Le téléphone reste accroché au réseau, il continue d'écouter les cellules et de communiquer, tu vois, sans que tu le saches. Et il fait plein d'autres choses aussi. Il peut à ces moments-là aller se connecter à des serveurs pour essayer de voir s'il y a des mises à jour, faire du nettoyage aussi un petit peu dans ses mémoires. Et donc il fait, c'est une bête vivante en fait le smartphone et quand tu l'utilises pas, il fait quand même plein de choses, toujours. Voilà, donc nous ce qu'on a mesuré, c'est une mesure qu'on prend aussi parce que pendant la nuit, c'est quand même très décevant pour l'utilisateur final. Si l'indicateur de batterie a perdu quelques pourcents, plus il en perd, plus on se dit mince, il fait n'importe quoi. Ce qu'on a vu, c'est que un meilleur smartphone arrive à n'avoir qu'un % qui tombe pendant les 8 heures d'une nuit. Alors nous dans notre test, un seul % de batterie. Okay. Dans nos tests, ils restent accrochés au réseau, ils peuvent se connecter, ils font tout ce qu'on fait quand on ne se met pas en mode avion, airplane mode. Les plus mauvais, il avait perdu 5-6% et ça, c'est pas top. Comment t'expliques cette différence entre le 1% et le 5-6%? Comment? Ce sont principalement des optimisations logicielles. Il y a de plus en plus de fabricants qui ont des modes de nuit. D'accord, ouais. C'est pas très compliqué, ils repèrent l'heure qu'il est. Et qui vont se mettre dans un mode restreint, un mode plus doux où ils cessent toute activité. Ils sont pas en alerte sans cesse à récupérer tes nouveaux mails, à récupérer tes notifications, des messageries et tout ça. Ils coupent ces activités en tâche de fond. Ouais. Et comme ça, ça leur permet de n'avoir qu'une consommation très réduite pendant la nuit. Et puis si tu fais rien, ton WhatsApp, ton Facebook va continuer d'aller chercher toutes les notifs, va continuer d'afficher tout ce que tu reçois et c'est là où ça consomme. D'accord. Un autre point, c'est la dernière partie des 20 derniers pourcents. J'ai l'impression, on en a parlé tous les deux, mais en fait, lorsque tu arrives à 20%, et sur certains smartphones, tes 20 derniers pourcents, ils vont descendre mais hyper vite. Et sur d'autres smartphones, tu dis ok, c'est bon, j'ai 20%, je suis peinard. T'as l'impression qu'en fait, 20%, c'est pas réellement 20%. Eh bien, tu as une nouvelle fois complètement raison. Je les ai écoutés avant, pour tout vous dire. On a préparé la vidéo, je l'ai pas inventée. Voilà, merci. Donc c'est lui qui a raison. C'est gentil, merci. Voilà. On le mesure de manière assez fine et assez précise et on le prend aussi en compte dans notre score final parce que exactement comme tu dis, ces 20 derniers pourcents, en vrai, ce sont les 20 derniers pourcents qui coûtent cher pour l'utilisateur final. On commence à être en sueur, on commence à compter les pourcents et à essayer de compter le temps qui reste jusqu'à la prochaine charge. On commence à pas être à l'aise. Alors, ce qu'on a mesuré, c'est par rapport à l'autonomie complète, combien vont durer les 80 premiers pourcents et combien vont durer les 20 derniers pourcents. Et ces 20 derniers pourcents, on a toute une plage de comportements des téléphones que nous avons mesurés. Certains téléphones, cette durée des 20 derniers pourcents ne dure en fait que 13% du temps du test complet. Et 13%, c'est exactement le comportement que tu expliquais, où la batterie, tout à coup, elle chute. Et ça arrive malheureusement, généralement, en fin de soirée, quand tu commences à être en sueur, être certain que tu vas pouvoir appeler un taxi ou un chauffeur, et tu t'aperçois que tout le reste de la batterie tenait dans tes usages, tu fais pas plus de trucs spécialement, mais tout à coup, les pourcentages de batterie tombent. Ça, c'est un peu déceptif comme comportement de ton smartphone. À l'inverse, on a des fabricants qui vont te rassurer. On a mesuré, je crois, jusqu'à 28%. Sur un 20%? Voilà, sur les 20 derniers pourcents. Pourquoi est-ce que mon smartphone, à ce moment-là, il m'affiche pas 28%? Alors qu'il reste 28%, lui, il te met 20%. C'est quoi le truc? C'est qu'en fait, la partie logicielle arrive pas vraiment à se caler avec ce qui reste dans la batterie. Il a des erreurs de lecture. Pourquoi est-ce qu'on a un écart qui c'est quand même énorme? Que ce soit dans les deux extrêmes. 28%, on dit qu'on est sur 20%, donc 28%, c'est quand même beaucoup. Beaucoup plus, ouais. 13%, c'est quand même pas assez. Ouais, pourquoi? Alors tout ça se calibre par le fabricant sur la tension de la batterie. Et cette tension, il mesure pas exactement la capacité pile. C'est juste la tension, tu sais à peu près où t'en es. Et il va graduer comme ça son indicateur batterie, les pourcents. Après, il y a des disparités dans les hardware, il y a des choses qui font que ça peut être
être compliqué. La température, à nouveau, peut rentrer en compte. C'est pour ça qu'on fait nos tests, nous, dans un labo, température de bureau, hein, dans les 20 degrés. Mais c'est pas simple. Et puis, parfois, il y a des partis pris. Il y a des gens qui pensent que, de toute façon, tu vas mettre ton mobile en charge avant qu'il soit à 20%. Et donc, si tu le mets en charge avant d'être à 20%, pour que toi, utilisateur, tu vas jamais les vivre, ces 20 derniers pourcents. Pour que tu aies une bonne impression. Et voilà, c'est le problème. C'est que quand on en a besoin, eh ben, ils te trahissent ces 20 derniers pourcents. Donc voilà, il y a des partis pris. Chez DxOMark, en tout cas, ce qu'on considère, c'est que ces 20 derniers pourcents, s'ils correspondent à beaucoup moins que 20%, c'est rédhibitoire, c'est pas bon. Dans l'expérience utilisateur, quand ça t'arrive, t'es très déçu. Moi, d'un point de vue global, je voudrais que tu me donnes les bons et les mauvais élèves. Non pas pour aller stigmatiser un produit, mais pour essayer de comprendre un petit peu et expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Là, on parle des 20 derniers pourcents. Le bon élève, c'est qui? Alors, les bons élèves, j'ai par exemple les iPhones. Quand ils affichent 20%, eh bien, il y a plus. Il y a plus. Il y a beaucoup plus, il y a comment plus? C'est l'iPhone 12 Pro Max qui, en fait, pour lequel il reste en fait 28%. D'accord, ok. Voilà. C'est énorme. Après, ça te rassure, en fait. Tu trouves que le comportement de ton téléphone est sain, t'abandonnes pas, te lâche pas, et tu peux même continuer plus que tu n'imaginais. C'est ça, donc t'arrives après à moins 1, moins 2, moins 3 de batterie, ça continue à marcher. C'est une blague, ça n'arrive jamais, c'est une blague. Donc ça fonctionne bien. Côté un peu déceptif. Alors, côté déceptif, c'est un téléphone qu'on a testé, que je connais bien. J'y ai travaillé également. Un Wiko, le Power U20, pour lequel les 20 derniers pourcents correspondent en fait seulement à 13,5%, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Ouais. Alors, ce Power U20, il a une autonomie de fou. Donc, finalement, en général, t'arrives pas jusqu'aux 20%. Mais quand ça t'arrive, eh bien, il faut trouver un chargeur très vite parce que ces 20 derniers pourcents, tels qu'affichés, ils ne correspondent pas du tout et ils vont tomber très très vite. D'accord. En règle générale, les bons élèves au niveau de l'autonomie, on arrive à identifier des modèles, des smartphones qui seront meilleurs que d'autres et d'autres qui fonctionneront moins bien, ou c'est vraiment modèle par modèle. J'imagine que c'est pas lié à une marque, c'est lié à une gamme, bien évidemment, souvent. Mais même dans une même gamme, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des mobiles très haut de gamme avec toutes les dernières technologies qui vont un peu souffrir en autonomie. Il y a des mobiles entrée de gamme qui vont pas se battre sur la meilleure caméra, vont pas se battre sur le meilleur écran et qui du coup vont proposer une autonomie correcte. Nous, ce qu'on peut noter, c'est que dans les premiers mobiles de nos scores, on a des mobiles assez équilibrés. Au lancement de notre score, en numéro 2, on avait la meilleure autonomie parmi tous les mobiles testés, c'était le Wiko Power U30. En numéro 3, on avait un mobile qui avait une bonne autonomie et une super charge. Il proposait en autonomie modérée 2 jours plein, donc ce qui est correct. Par contre, il te rechargeait en quelques 30 minutes les 80% de batterie, donc en fait, 30 minutes pour 2 jours d'autonomie, c'est pas mal. Et puis en 4e, on avait le mobile le plus efficace de tous ceux qu'on a testés, c'est l'iPhone 12 Pro Max. Il a une autonomie correcte, il a un temps de charge correct, mais il est très efficace parce qu'il arrive à proposer toute cette expérience avec une batterie beaucoup plus petite que le reste des autres téléphones. Donc tu as une vraie optimisation logicielle derrière. Tout est optimisé, tout est aligné chez eux. Oui, ils connaissent bien le chipset, c'est eux qui le font, ils connaissent bien l'OS, c'est eux qui le font, ils connaissent bien les ils connaissent bien tout. Ils arrivent à tout optimiser. Ok, ça marche, j'ai compris. Eh bien écoute, pas mal. Voilà, eh bien écoute, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Vous savez tout, vous êtes au courant, vous savez exactement ce qui se passe, ce qui est bon, ce qui est pas bon, comment ça marche, comment ça fonctionne à l'intérieur de la batterie de votre smartphone, d'ailleurs comment ça marche d'une façon globale à l'intérieur de votre smartphone. Et ça c'est super intéressant. D'ailleurs vous, dites-moi vous en bas dans les commentaires, est-ce qu'il y a des choses que vous connaissiez déjà un petit peu au niveau de l'usage de la batterie, au niveau de l'autonomie, est-ce que vous découvrez tout? Est-ce que vous avez vous également des astuces à venir partager, des bons conseils et pour venir permettre à tout un chacun de mieux utiliser son smartphone au quotidien? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. Je vous l'ai dit et on se retrouve très bientôt chez DxOMark ici à Boulogne-Billancourt, bien évidemment sur YouTube, je vais pas vous emmener ici, vous pourriez venir tous, mais non, on va pas organiser un bus sur YouTube, on va venir faire un petit peu un tour parce que je trouve ça super intéressant de comprendre comment est-ce qu'on vient tester un smartphone ici, comment ça fonctionne au niveau des protocoles de test, au niveau de la batterie. Vous voyez que derrière, il y a des robots qui travaillent, qui sont en train de tester, ils sont en train de répliquer votre doigt, donc ils font comme votre doigt, ils touchent, ils naviguent sans aucune intervention logicielle. Donc ça c'est intéressant, on regardera ça d'ici quelques temps. D'ici là, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à actionner la petite cloche. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, des bisous à vous, à votre famille, à vos amis, à tous vos copains. Voilà, des bisous, ciao ciao.